Hi, my name is Bonjour, je m'appelle Kevin O'Keefe et je vous souhaite la bienvenue à la nouvelle série de webinaires de l'ISIS au-delà des chiffres qui va au-delà des données pour susciter des conversations intéressantes sur les enjeux qui façonnent les systèmes de santé au Canada. Alors que la salle se remplit, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler un peu de moi et du sujet d'aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, je m'appelle Kevin et je suis journaliste depuis 25 ans. Environ 25 ans. Et bon nombre de ces années ont été consacrées à la santé. Sur une note personnelle, beaucoup de travail familial dans le domaine des soins de santé. Certains sont même ici aujourd'hui. Demande à mon frère John, qui vient de Northwood à Halifax, afin qu'il puisse attester que bon nombre de nos dîners familiaux comprenaient des discussions animées et parfois enflammées sur les problèmes du système de santé au Canada. Passons maintenant à notre premier webinaire, Travailleurs de la santé, mieux-être et maintien en poste. Nous avons manifestement touché une corde sensible parce que plus de 300 d'entre vous se sont inscrits au webinaire d'aujourd'hui, de partout au Canada, y compris de différentes provinces, des gens qui travaillent dans différents domaines, des hôpitaux, des soins primaires, des associations, des soins infirmiers, des soins de longue durée, et j'en passe. Et comme beaucoup le savent de première main, ce que confirment les données de l'ISIS, il y a eu une croissance de la main-d'œuvre en santé au Canada, mais, et c'est un gros problème, la croissance de la population a limité les répercussions de ces gains. Cela a créé une pression supplémentaire sur ceux qui travaillent dans le système. Mais au lieu d'adopter une approche du type c'est pas fameux, nous voulons aussi vous donner des outils et des solutions pour améliorer la situation des travailleurs de santé. Quelques conseils pratiques maintenant. Tous les webinaires de cette série sont disponibles en anglais et en français. Pour écouter en français, cliquez sur l'icône de planète. Si vous ne pouvez pas voir l'icône, cliquez sur plus pour y accéder afin que des sous-titres fermés sont disponibles en cliquant sur le bouton afficher la légende au bas de votre écran. Lorsque vous êtes joint à nous aujourd'hui, votre micro est automatiquement coupé, mais l'un de nos objectifs pour ces webinaires est d'échanger les uns avec les autres autant que possible. Il y a deux façons de le faire, de poser des questions. Tout d'abord, en écrivant une question dans la section questions-réponses au bas de votre écran. Nous aimerions aussi avoir de vos nouvelles. Il suffit de cliquer sur lever la main et ma collègue Heather, qui est dans les coulisses pour que toute la technologie fonctionne, vous mettra en sourdine. Ouvrira votre micro, pardon. Deuxième façon, vous pouvez poser une question à tout moment. Nous aimerions vraiment que cette séance soit aussi interactive que possible. Enfin, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur la page au-delà des chiffres dans le site web de l'ISIS dans un avenir approché. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître le territoire sur lequel se trouvent les bureaux de l'ISIS. À Ottawa, c'est le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Le bureau de Toronto est situé sur les territoires traditionnels de Wendat, la nation Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee et les territoires visés par un traité des Mississauga de crédit. Nous reconnaissons avec respect le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka, où se trouve notre bureau de Montréal. À Victoria, nous reconnaissons avec respect le territoire traditionnel des peuples Songhees, Esquimalt, Wais'senek, dont les relations historiques avec la Terre se poursuivent encore aujourd'hui. Nous reconnaissons que ces terres abritent de nombreux peuples des Premières Nations, Inuits et Métis diversifiés. Nous saisissons l'occasion de travailler en plus étroite collaboration. Chacun peut se sentir libre de reconnaître à votre façon le territoire sur lequel vous vous trouvez. Donc, avant de rencontrer nos panélistes, nous aimerions savoir qui est avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez un instant pour répondre à notre sondage. Quelle est la meilleure façon de décrire votre catégorie d'emploi? Clinique, administration, recherche, analyse ou autre? Maintenant, chaque panéliste va se présenter brièvement et nous parler brièvement de ce qu'elle va discuter aujourd'hui. On commence avec vous, Nathalie. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la directrice de l'information à l'ISIS et dans quelques instants, je vais vous parler un peu de chiffres avant de les dépasser. Super, merci Nathalie. Lynn, maintenant, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et de quoi vous allez parler aujourd'hui? Bonjour tout le monde, merci pour l'accueil. Directrice des données et de la planification à une nouvelle organisation de la santé pan-canadienne. Je suis une infirmière de formation, plus de 30 ans d'expérience, dont les 15 premières années en des rôles cliniques en Ontario et les 15 autres années avec des données et la construction d'outils pour soutenir la prise de décision. Donc, 15 ans passés à l'ISIS. Donc, je suis très heureuse d'être de retour aujourd'hui et je vais faire un peu de ce que Nathalie va faire, c'est-à-dire parler de noms, mais je vais également vous parler de quelques histoires. Et super, et je suis très content que vous ayez mentionné
je suis content que de vous accueillir et de donner une touche humaine. Nathalie, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce dont vous allez parler aujourd'hui? Merci. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Melanie Hammers. Le son est mauvais. Je suis anthropologue médical de formation. Je travaille en chirurgie dans une université à Toronto et je suis chef de la recherche. Je vais parler un peu de ça. Je suis coordinatrice pour Karen Moulton qui fait toute une gamme de travaux de recherche avec un accent sur la chirurgie. Malheureusement, le son de la panéliste est très mauvais. Il y a des éléments de culture. Super. Donc, maintenant que vous savez un peu qui nous sommes, selon vous, 17% de nos administrateurs, 32 sont des analystes, 9% sont des cliniciens, 30% d'analystes et 30% d'autres catégories. Comme je l'ai mentionné au début du webinaire, les données de l'ISIS ont illustré des résultats qui soutiennent qui appuie les reportages des médias au sujet d'une main-d'œuvre en situation de stress. Pouvez-vous nous donner quelques données de l'ISIS, Nathalie? Oui, absolument. Alors, je vais vous montrer quelques diapos pour étayer mon propos. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, nous voulons dépasser les nombres, mais le rôle de l'ISIS vraiment est d'être une source de confiance de données et de relier l'information et d'offrir du contexte. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer. Vous parlez de l'importance des données, la raison pour laquelle les données sont importantes. Quand on parle de l'importance des données, quand on cherche à rebâtir la main-d'œuvre en santé depuis la pandémie, comme vous le savez, nous sommes en situation de crise dans le nombre de fournisseurs de santé, de soins de santé et de leur disponibilité. Donc, pour comprendre la situation et pour comprendre les investissements et les changements qui sont en cours dans le système, nous voulons tout ça pour comprendre ou la façon de diriger les ressources. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer un peu quelques exemples de ce que nous faisons à l'ISIS pour recruter, retenir des employés et assurer leur bien-être. Donc, quelques faits saillants maintenant. Tout d'abord, lorsque on parle du renouvellement de la main-d'œuvre, dans cette diapo, on voit une tendance de 10 ans. Ce sont les données qui ont été standardisées au niveau de la population. Donc, nous croyons que c'est très important de porter attention à ces données parce que nous avons tendance à... Donc, nous savons que nous manquons d'employés. Donc, c'est un fait qu'on voit dans différentes professions, bien qu'on ait une hausse du nombre total de travailleurs, d'infirmières, de médecins, de pharmaciens, etc. Comme vous voyez sur cette diapo, dans la plupart des cas, dès qu'on voit la croissance de la population en parallèle, et nous savons que la population a énormément grandi dans les dernières années, on voit qu'en fait, les gains du côté des travailleurs de la santé ne suivent pas la croissance de la population ou tout juste. Donc, si on regarde les 5 dernières années, en fait, le nombre de fournisseurs a reculé par rapport à la croissance de la population. Donc, les infirmières autorisées, ça a reculé un petit peu. Et ça commence à remonter pour eux, vous allez voir. Donc, mais vraiment, c'est une tendance préoccupante. Donc, voilà le décompte essentiellement. Ensuite, quand on regarde d'autres façons de réfléchir au recrutement et à la rétention, l'ISIS a commencé à produire des données à l'automne dernier, et ça, c'est une de nos initiatives avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Donc, les gens se sont mis d'accord sur un ensemble d'indicateurs qu'ils veulent que nous suivions, qui permettent de voir
l'efficacité des mesures qu'on a prises dans le système. Donc ici, on voit ce concept, enfin des nouvelles personnes qui rentrent dans une profession, toutes les personnes qui sont déjà dans la profession et ensuite les gens qui quittent la profession. Ça nous donne une idée de l'augmentation ou de la diminution nette dans chacune des professions. Donc, ce qu'on voit dans cette première année, on voit les médecins, les généralistes, ensuite les infirmières praticiennes et ensuite les autres catégories d'infirmières. Dans la plupart des cas, la plupart des provinces et territoires révèlent des gains nets. Donc, plus la barre vers la droite est longue, mieux c'est. Donc, quand on examine, ces graphiques nous permettent d'examiner les données dans leur globalité, mais également dans le détail pour les différentes catégories d'emplois. Donc, les dernières données que je voulais partager avec vous, et on en a beaucoup parlé dans les nouvelles, c'est de l'information, tout d'abord pour les hôpitaux, mais aussi pour les installations de soins de longue durée. Et ça nous donne une idée de l'état des soins de longue durée à l'échelle du pays. Et ça nous donne une idée du nombre d'heures que les gens font au sein d'une organisation. Et ce qu'on voit, d'après la tendance des 5 dernières années, c'est que les heures de congé maladie et de surtemps a augmenté depuis la pandémie. Et l'autre tendance qu'on a vue, c'est l'utilisation de inaudibles. C'est quand les gens font appel à des infirmières ambulantes pour essayer de combler des lacunes dans le système. Alors, ce qu'on voit dans l'ensemble, c'est une hausse globale du besoin. Et aussi, nous venons de publier il y a 2 semaines des données sur les tendances des tendances long terme dans le recrutement. Donc, on a l'impression que s'il y a une stabilisation et le nombre d'heures de congé maladie semble se stabiliser ou commencer à descendre. Donc, aussi, mais on continue, la hausse on continue de faire de plus en plus appel à du personnel ambulant pour combler les lacunes. Donc, quand on pense à l'idée, enfin, que tout ça, c'est très difficile pour la durabilité parce que si on doit compter sur des employés qui font du surtemps, mais ces personnes sont épuisées plus facilement. Donc, ce n'est pas une solution durable, évidemment. Donc, ce sont des facteurs qui ont un impact sur le personnel régulier qui se trouve à ne pas pouvoir prendre de congé. Donc, voilà un peu la situation. Donc, voilà les quelques faits saillants de nos données. D'autres efforts, d'autres travaux de l'ICIS, c'est que nous reconnaissons qu'il y a des lacunes importantes. Il y a une feuille de route qui est en cours, que nous avons produite avec certains de nos partenaires et dont nous allons parler dans quelques instants. Tout cela dans le but de combler les lacunes prioritaires et pour nous assurer que les leaders ont les outils et les données dont ils ont besoin pour faire les analyses et la modélisation. Et aussi nos données, mais aussi notre façon de travailler avec les autres organisations pour nous assurer de brosser un portrait complet du système. Merci. Alors, le dernier élément que je voulais vous présenter, c'est un peu un appel à l'action qui porte vraiment attention à ce qu'on fait avec cette idée d'équilibre. Donc, on sait ici que notre main-d'œuvre des soins de santé a un fardeau qui est énorme, beaucoup de papiers à remplir, et c'est un système qui a besoin de données plus vastes et plus approfondies, ainsi que d'un plan efficace, mais nous avons besoin de trouver des façons de réduire le fardeau de collecte. Alors, on utilise plusieurs principes, comme par exemple, il y a beaucoup de nos données d'approvisionnement qui proviennent des collèges réglementaires et certaines données sont déjà collectées. Alors, avec cet élément, je vais fermer. Merci, Nathalie. C'est vraiment étonnant de voir cette augmentation dramatique depuis la pandémie qui ne s'est pas vraiment corrigée depuis. Il y a quelques mains qui se sont levées.
On a Lia, je crois, qui a levé sa main. Et il y a Heather qui va enlever la sourdine et vous pourrez poser votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Alia et j'ai une question. Nathalie, vous avez parlé de l'importance des données et vous avez partagé quelques faits saillants, mais on n'a pas de données sur de nombreux fournisseurs de soins de santé, y compris les préposés aux services de soutien à la personne. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que fait l'ICIS pour combler ces lacunes? Merci beaucoup pour la question. Comme j'ai, d'après mon commentaire rapidement, donc, qu'est-ce qu'on fait pour combler ces lacunes? Alors, les travailleurs de personnel de soutien présentent un poste qui est très difficile et surtout dans la communauté et pour les soins à long terme, parce que dans tout le système, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de nos données d'approvisionnement qui proviennent des organismes réglementaires et donc on veut généraliser les professions où il pourrait ne pas y avoir de réglementation dans certaines provinces et certains territoires. Donc, c'est plus difficile d'obtenir ces chiffres. Comment peut-on travailler activement avec les provinces et les territoires à travers le pays pour obtenir ces données et vraiment en faire partie des indicateurs dans les provinces et les territoires qui se sont engagés? Alors, on va travailler ensemble, on vient de commencer à s'engager, à communiquer avec eux. Et nous allons aussi évaluer des nouvelles façons de voir comment faire compter ces éléments, comment les inclure ici, comment on peut apprendre des ressources humaines et des listes de personnel à travers le pays. Et on va voir également des données de Statistique Canada. Donc, nous avons quelques efforts en cours pour augmenter les chiffres dans les professions, les nombres de professions sur lesquelles nous obtenons des données, comme par exemple les psychologues, les infirmiers et les travailleurs sociaux. Super. Nous avons une autre question qui vient. Alors, je vais probablement manquer votre nom, mais Sia, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, pas trop. Il n'y a pas de problème avec mon nom. C'est un peu un nom spécial. Alors, merci beaucoup. Je vais placer cette question ici. Je vous envoie mes excuses si c'est un peu prématuré. Je me demandais sur les heures de... Donc, certaines heures achetées sont rapportées et d'autres non. Alors, les facilités qui sont financées, donc c'est un peu, ça met du brouillard dans la planification de la main-d'œuvre. Mais il y a un peu ce contrat de la main-d'œuvre qui est en fait avec cette relation avec l'employeur, avec l'organisation de soins de santé par opposition à l'agence de personnel d'infirmières, de personnel infirmier. Ma question est la suivante. Alors que ces provinces sont devant plusieurs négociations, comme l'Alberta, par exemple, où nous avons pris de l'expansion dans notre programme de déplacement pour les personnels infirmiers. Alors, ce sera dans la région du centre et du sud. Donc, notre province, également celle de Caille, qui a la possibilité de suivre les données alors que nous envoyons des personnes dans ces régions rurales et éloignées, parce que je crois que c'est une image qui présente beaucoup d'informations et c'est en fait, il faut les utiliser ensuite pour vraiment établir à l'interne. Essayer de ne pas se fier sur l'utilisation du personnel infirmier d'une agence pour ne pas avoir... Bon, en fait, c'est une question qui a beaucoup d'éléments. Alors, on peut l'expliquer de 6 façons différentes, donc j'espère que ça fait du sens pour vous. C'est une excellente question sur la complexité et les défis d'essayer de produire des rapports sur les données. Et donc, tout ce que vous avez dit, en fait, c'est qu'on doit essayer de définir les données qu'on collecte et de comprendre ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et ça aide un peu à définir cette histoire, ce récit. Alors, ce qui présente un défi ici, c'est que quelqu'un va voir ce chiffre et ce chiffre, en réalité, les éléments qui l'accompagnent, qui sont souvent ce qu'on appelle les notes de méthodologie, sont critiques pour interpréter l'information. Et je crois... Lorsque quand vous allez reprendre la parole dans quelques instants, c'est un aspect important pour raconter l'histoire d'une façon qui est plus facile pour que les gens puissent la comprendre. La réalité derrière les données est très complexe. Alors, ce que vous avez essayé, en présentant toute l'information, de la mettre dans les notes et de rendre tout très clair pour que nous puissions avoir les données
Et les éléments complexes sur lesquels on ne peut pas nécessairement produire de rapport sur les heures achetées, mais c'est définitivement pas parfait. Mais pour la plupart, pour ce type d'information, nous en avons une partie pour l'instant, mais dans tous les soins à long terme que nous couvrons, c'est financé de manière publique. Alors, pour terminer, oui, nous publions ces éléments. Et l'un des éléments que nous essayons de démontrer, c'est qu'en rendant les données disponibles, même lorsqu'elles sont incomplètes, ça nous aide à démontrer la valeur qui ensuite, nous espérons qu'elle va pouvoir améliorer l'aspect pour compléter les données qui sont déjà là, qui sont standardisées et qui existent dans le pays. Mais merci, c'est une situation qui est très complexe. Merci d'avoir répondu clairement. Nathalie, vous avez produit un débat intéressant parce que je vois beaucoup de questions qui se présentent. Par contre, je garde un œil sur le temps et j'espère que Lynn va pouvoir prendre la parole. Je vois, Gazim, votre main qui est levée. Il y aura du temps après cette période, donc nous avons plusieurs minutes prévues pour la discussion. Alors, si vous avez une question spécifique pour Nathalie, gardez-la pour l'instant. Et Lynn, je comprends qu'elle travaille pouvez-vous, avec des travailleurs du bien-être, pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous faites? Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Alors, parce que nous sommes nouveaux, alors je vais établir un peu qui nous sommes. Donc, nous sommes entrés en jeu en 2023 avec l'aide de Kai. Nous sommes issus d'une entente entre les gouvernements fédéral, provincial et territoriaux au sujet du besoin d'un centre d'excellence pour en matière de données de planification de la main-d'œuvre du personnel de santé. Et nous communiquons beaucoup de gens à travers le système. Donc, pour commencer avec regrouper tout le réseau, alors donc nous réunissons les gens autour d'enjeux importants. Il y a deux façons de le faire, de se soutenir avec nos volets de travail. Donc, nous sommes un groupe consultatif assez grand. Nous avons également un symposium annuel. Nous avons commencé l'an dernier. Nous avions plus de 350 participants. Donc, nous allons le faire à nouveau cette année, en octobre, à Vancouver. Donc, surveillez notre site Web pour des détails. Le deuxième pilier, en fait, nous voulons faire progresser le centre de données. Alors, comme Nathalie l'a travaillé, nous travaillons ensemble de très près. Nous prenons les données qui sont disponibles parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a certains problèmes. Donc, c'est sûr que, comme il a été souligné avec les problèmes, les enjeux clés, donc, il faut regrouper ce qui existe et les rendre plus facilement accessibles pour que vous puissiez voir une image plus générale. Nous travaillons sur comment améliorer la fondation des données générales en développant une main-d'œuvre pan-canadienne sur la stratégie de données. Et notre troisième pilier est le fait de catalyser les modèles et les efforts de modélisation et de prévision partout au pays qui sont dans notre main-d'œuvre actuelle pour prévoir les besoins futurs de notre population dans les années qui viennent. Et notre dernier pilier concerne le partage de ce qui fonctionne et de toutes les initiatives qui ont lieu partout au pays. Donc, ce sont des bons éléments qui se produisent et je crois que Mélanie va préciser certains éléments sur un nouvel outil que nous avons qui s'appelle la porte numérique, Digital Front Door. Et je vais vous montrer vers la fin. Mais je voulais rappeler à tout le monde, en fait, on se centre vers les données sur les patients et en fait, la main-d'œuvre du personnel de santé est un peu, elle est là toute seule et il y a un impact direct sur c'est critique pour toutes les personnes. Donc, une partie de cette équation ne fonctionne pas et on ne va pas atteindre les résultats voulus pour des Canadiens plus en santé si on n'y porte pas plus attention. Donc, je vais partager mon histoire en tant qu'infirmière. Moi-même, je travaillais des jours de 16 heures et je ne voyais pas la fin. Il y a quelqu'un qui ne se présentait pas et on me demandait de rester les 4 heures de plus. Donc, c'était une situation régulière. Et il y avait des tuyaux pour des transfusions de sang, et j'ai commis des accidents, j'ai fait les mauvais dialyses. Mais vous pouvez voir l'impact sur la sécurité des clients
Et c'est mon histoire qui vient au-delà des chiffres. Alors, je vais revenir, je vais partager avec vous l'image sur mon ordinateur, mon écran. Je vais vous présenter une démonstration très rapidement de certains des outils que nous avons. Donc, comme Nathalie l'a souligné, pour vous donner la capacité de séparer les éléments et de les distinguer à travers différentes professions, différentes administrations et même pour atteindre un niveau régional. Ce n'est pas nécessairement pour réunir des informations sur la main-d'œuvre en santé, mais des données sur ce que la population a besoin et les résultats. Donc, c'est notre page d'accueil, notre tableau de bord. Vous pouvez trouver un panneau, un ruban de navigation. En haut, il y a également un lien vers notre page d'accueil principale. Il y a trois modules, un catalogue de données, de suivi des politiques, la main-d'œuvre et aperçu. Alors, Nathalie va vous présenter le profil de fournisseur. Il y a des indicateurs sur les hôpitaux, sur les agences, les postes vacants, les emplois que nous avons. Et Nathalie en a parlé des nouveaux postes et le recrutement et la rétention qui sont également soulignés ici. Et vous avez les données de soins à long terme. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est le bien-être. Et nous avons inclus de l'information de nouvelles sources, incluant des organisations sur les normes en santé, donc qui sont responsables pour le processus d'accréditation dans notre pays, qui ont récemment publié un sondage sur la main-d'œuvre globale, et c'est en mode projet pilote. Donc, l'échantillon est d'environ 10 000, mais ils vont y aller de manière plus générale et nous allons avoir une meilleure ventilation que vous allez pouvoir voir dans le main-d'œuvre. Qui inclut, comme par exemple quand je sens l'épuisement professionnel une fois par mois. Et si on a suffisamment de temps, alors des éléments comme je pense à quitter mon travail, je pense à l'administration, si on peut le ventiler même par occupation, par caractéristique d'emploi, incluant les responsabilités, le statut d'emploi et les années. Et si vous essayez de voir à votre écran et que vous avez un pourcentage qui est plus faible, alors c'est moins favorable. Alors si on prend cette question, je pense souvent à quitter mon emploi et qu'on voit le groupe d'âge qui est ventilé par différents seuils. Le premier étant 25 ans. Donc la prochaine cohorte qui est à 25 à 34. C'est là où la plupart des gens pensent à quitter leur emploi. Et c'est là où j'ai fait où il y a eu cet incident de médication. Donc, je suis rentré à la maison et je pensais à quel autre endroit puis-je travailler parce que je me sens pas en sécurité dans ce groupe. Et ça veut dire remplacer le groupe et penser à la succession, la planification, la retraite et sortir du système. Donc, lorsqu'on pense à la planification et les besoins à venir et au bien-être, c'est un indicateur de ce que ça pourrait avoir de l'air et les éléments auxquels il faut porter attention. Donc, je vais descendre un peu et c'est partie soulignée ici. C'est là où on a l'information sur l'association du Conseil de la rémunération des travailleurs au Canada. Et vous avez ici par occupation la nature d'événements, par le type de blessure qui a été relevé en 2023. Et il y a, avec ces 21 industries en soins de santé partout au Canada, l'assistance sociale, ça compte pour plus du quart. Ça inclut les mines, la foresterie, la construction. Vous savez, là où il y a des professions à risque élevé. Et la santé constitue plus d'un quart de toutes celles-là. Et donc, c'est très important. Le dernier élément que je vais souligner sur cette page, c'est l'indicateur que nous avons tiré de CAI. Et lorsque nous sommes élevés comme organisation, nous avons parlé, qui est dans la main-d'œuvre de santé? Ils vont vraiment reconnaître ceux qui s'occupent des soins de santé comme un élément important. Donc, il y en a des millions dans le système. Et probablement, beaucoup d'entre vous font partie de cet appel ici ou l'avaient été à un certain moment. Donc, cet indicateur mesure la détresse chez les donneurs de soins. Et le pourcentage de ceux qui sont des clients qui restent à la maison et ceux qui ne sont pas payés. Alors, oui, il y a une ventilation par administration. Donc, j'ai l'Alberta, je peux voir l'Ontario. Vous pouvez voir l'augmentation et les tendances d'augmentation ici. Mais je veux vous montrer ici cette partie du tableau. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez travailler avec les données vous-même et
et faire appel à l'ISIS pour mieux comprendre les données. Nous pourrons vous aider. Vous pouvez faire une recherche par différentes catégories de bien-être pour trouver de l'information. Vous pouvez télécharger le catalogue ici qui vous aidera. Bon, c'est comme ça que vous pourriez y accéder. Donc, je vais vous montrer rapidement un autre outil que nous avons conçu. C'est la porte d'entrée numérique. Ce sont les tableaux de bord ont la capacité de raconter des histoires sur l'utilisation des données brutes. Donc, ce sont des outils liés à l'information que nous avons construits avec des outils d'intelligence artificielle générative. Donc, en arrière-plan, enfin, ChatGPT est ouvert à l'arrière, en arrière-plan. Donc, c'est une ressource qui regroupe de l'information de 4 organismes. Vous pouvez poser des questions et les réponses sont assez dignes de confiance. Donc, des outils, par exemple, sur l'épuisement professionnel. Les réponses sont factuelles. Il y a des garde-fous, des conseils cliniques et il y a des liens vers les ressources. Voilà, mon temps est épuisé. Bon, voilà. Je vois une main levée. Stéphanie a levé la main. Allez-y, Stéphanie, la parole est à vous. Merci. Bonjour, Lynn. Je m'appelle Stéphanie, comme Kevin l'a si bien dit. Merci beaucoup pour votre présentation. Je crois que vous nous avez parlé de ressources vraiment très intéressantes. L'accès à cette information est très important, mais comme Nathalie l'a dit, l'ICIS vise à combler les lacunes en matière de données. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que votre équipe fait pour combler ces lacunes? Alors oui, certainement. Alors j'ai parlé de la stratégie, du groupe de travail. Là-dessus, c'est un groupe consultatif de 22 membres dont Nathalie fait partie. Donc, il y a des gens de Statistique Canada, il y a des représentants aussi, enfin des décideurs au niveau ministériel, régional. Nous avons des associations professionnelles, des collèges aussi, des chercheurs. Donc, vraiment, nous voulons inclure des perspectives des patients aussi au cours des années. Ce que nous avons fait, c'est mettre au point une méthode collective de conception et élaborer des principes d'orientation pour opérationnaliser la stratégie. Donc, et parce que nous collaborons avec les personnes qui sont aux commandes et qui sont responsables des outils, bon, ça nous prend du temps, ça va nous prendre 1 an. Nous décrivons l'importance, la raison d'être de l'outil. Nous tenons compte de la stratégie. L'ICIS va de l'avant pour faire du travail de transformation, pour aborder des cadres de travail législatifs et réglementaires qui posent parfois des obstacles non intentionnels. Donc, vraiment, c'est comme ça que nous relions les points en vue de créer des changements réels, tangibles. Merci beaucoup pour la réponse et la question. Je vois qu'il y a des commentaires aussi sur les questions, mais je suis conscient du temps. Je vous promets que nous allons répondre à vos questions, mais je voulais faire intervenir Mélanie. Mélanie, lorsque nous sommes rencontrés, nous enregistrions un podcast avec votre collègue, une information, ça s'appelle une information pas du tout biaisée. Le podcast s'appelle OR Étiquette qui se trouve sur le site web. L'une des choses que j'ai trouvé fascinante était que les outils que vous nous avez développés pour améliorer la culture du milieu de travail, par exemple, mettre des noms sur les casquettes chirurgicales afin que les personnes dans la salle d'opération puissent s'appeler par leur nom au lieu de simplement les appeler « Hey, vous, l'infirmière ». Et puis vraiment, c'est une méthode qui coûte pas beaucoup d'argent. Pouvez-vous nous parler un peu de certains des changements que vous avez mis en place aussi, l'origine de ces idées et la rétroaction que vous avez reçue? Oui, certainement, avec plaisir. Alors, je suis ravi de prendre la parole. Je suis heureuse de parler des données. Malheureusement, le son est très mauvais.
Malheureusement, c'est très mauvaise qualité du son pour l'interprète. Comme je l'ai mentionné en intro, j'espère que les gens pourront faire des liens entre notre travail et le leur et j'ai hâte de voir si les gens vont effectivement faire ces liens. Donc, je vais changer la diapo maintenant, parler un peu de nombres, au-delà des nombres, des chiffres. Alors, comme j'ai mentionné en intro, je m'appelle Mélanie. Je suis directrice de recherche pour une nouvelle initiative à l'université, dans une université à Toronto. Je suis une anthropologue médicale de formation. Alors, toutes les questions de culture de recherche m'ont toujours intéressé. Dans l'ensemble, le but, c'est d'examiner des façons de réfléchir, pour examiner les croyances des gens et en quoi ces croyances façonnent le quotidien des gens. Donc, c'est une nouvelle initiative que nous avons lancée l'été dernier. Donc, il y a eu des embûches. Enfin, on a donné beaucoup de présentations pour parler de notre travail et cette citation provient d'un article que nous avons publié sur la culture au travail. Chaque fois que vous pouvez créer favoriser le bien-être de la main-d'œuvre, ça produit de bons résultats. Et que je crois que tout le monde ici serait d'accord pour dire que des meilleurs soins pour les patients, c'est vraiment un objectif souhaité par tout le monde. Et c'est ce qui attire les gens, c'est ce qui motive les gens à se lever le matin, c'est là qu'ils trouvent la valeur de leur travail. C'est bâti dans la culture du travail. C'est très important, absolument, mais je voulais vous dire, nous allons y revenir à la fin de la présentation. J'aimerais changer un peu de l'optique de réflexion ici. En général, notre travail, bien qu'il soit axé sur la salle d'opération, le OR, Operating Room, en tant que milieu de travail, en tant que culture aussi, et en général, c'est que la culture de la salle d'opération peut être mieux comprise et ce faisant, l'ambiance ou la culture du milieu de travail peut s'améliorer. Donc, la culture traditionnelle a toujours été perçue en tant qu'inaudible. Nous avons fait de la recherche qualitative sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. Nous nous sommes assis il y a 15 ans, avons tenu une séance de remue-ménage pour examiner les différents projets dans lesquels nous participions. Et il y avait des liens, mais les liens n'étaient pas si évidents. Donc, dans le remue-ménage, nous avons découvert que ce qui reliait les différents projets, il y avait 5 éléments dont les gens parlaient. Donc, vous voyez les 5 éléments. Donc, de connaître votre équipe, connaître votre voix, votre impact, vos limites et les moments critiques. Donc, faire des entrevues sur le terrain. Donc, dans notre travail, outre la recherche que nous faisons, ce qui constitue un élément important de notre recherche, nous voulons traduire la recherche pour améliorer la pratique des gens sur le terrain. Donc, vraiment, il y a une grande lacune et notre but est de relier la recherche que nous effectuons avec l'éducation qui est fournie et aussi l'éducation qui est fournie aux équipes et au personnel de terrain et les efforts de traduction, c'est-à-dire mettre en œuvre ce que nous apprenons.
dans le milieu du travail. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ces efforts de traduction, surtout parce que nous sommes limités dans le temps. Donc, je vais parler des efforts de traduction. Donc, une des choses qu'on a entendues encore et encore dans différentes études de recherche, c'est que les gens n'étaient pas très bien renseignés sur. Donc, l'équipe est très diversifiée. Il y a différents membres des équipes d'opération. Il y a toute une gamme d'employés. Donc, c'est très difficile de connaître tout le monde. Et en fait, on s'est aperçu que les gens ne connaissent pas leurs collègues. Dans la littérature, c'est bien établi que les erreurs de communication que les lacunes de communication peuvent mener à des erreurs dans le travail. Donc, là encore, dans les salles d'opération, il y a des centaines de personnes. Soit qu'il y a le mandat de l'institution ou qui a été, on a introduit des pratiques pour aider les gens à apprendre à se connaître. Mais encore, il y a des centaines de personnes, on l'entend encore et encore. Les personnes ne le font pas, ils ne savent pas avec qui elles travaillent, les noms des personnes avec qui elles travaillent. Donc, culturellement, il y a eu des défis sur la capacité à admettre qu'on ne connaît pas les noms des personnes avec qui on travaille. Donc, c'est un peu bizarre de dire à quelqu'un, hey, j'ai travaillé avec toi depuis 3 ans, je suis désolé, je ne connais pas votre nom. Donc, c'est les éléments qu'on entend et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Donc, un de nos membres d'équipe en cognition et en culture, Toby Land, a fait une maîtrise et il a inspecté l'utilisation des noms et la familiarité et le lien avec l'utilisation des noms et la confiance dans les salles d'opération. Alors, en collaboration avec les gens qui travaillent aux premières lignes, les gens qui travaillent avec les situations d'alerte, il a vu les individus et le fait de se connaître approfondit la confiance. L'une des initiatives qui a été faite, comme Kevin l'a mentionné, on ne peut pas, c'est pas notre idée, donc on n'en prend pas le crédit, mais elle est très efficace et les gens la connaissent bien. Donc, je peux voir des petits cœurs et des applaudissements. Donc, c'est une initiative globale qui est issue de l'idée de connaître les noms des gens et les rôles et aider les équipes à collaborer. Alors, je crois également, ça a commencé en Australie, si je ne me trompe pas, mais l'idée est que lorsque les gens ont des sous-domaines avec leur nom, donc, on peut aider les équipes à collaborer ensemble. Et on les soutient avec le recyclage inaudible pour l'interprète. Nous avons produit plus de 250 bonnets individualisés. On dirait que ça a l'air beaucoup, mais c'est des grands efforts. Et même quelque chose comme ça prend beaucoup d'efforts et c'est un élément qui demande une attention soutenue. Donc, une autre initiative qui est issue des travaux de Toby constitue la création, qui est en fait une idée agréable une présentation pour attirer l'attention sur le fait, non seulement pour aider les gens à prendre leur nom, et qui est très important, mais pour lancer cette conversation qui s'appelle les visages dans l'aurore, Face in the Aurora en anglais. Alors, similairement au défi de Bonnet, ce projet visait à aider les gens à prendre leurs noms les uns les autres. L'idée est de prendre des photos du personnel, d'abord avec leur masque et leur bonnet chirurgical, et ensuite, sans ces éléments, et pour voir les visages et pour voir qui sont ces gens et de divulguer un fait intéressant à leur sujet. Parce que lorsqu'on peut attacher des informations au visage d'une personne, ça change la relation, ça change l'espace communautaire avec beaucoup de personnes.
Donc, David a un perroquet et chaque matin, il lui demande s'il veut un café, par exemple. Alors, un fait intéressant, donc ça dure environ 5 secondes et puis après, il y a un cycle qui reprend. Donc, c'est pas que on soumettait un quiz aux personnes, mais c'était seulement le fait de lancer la conversation et dans une conversation qui résonne avec les gens. Donc, s'il faut leur demander avec des sondages, bon, je reconnais que le sondage que je partage avec, qui vient de 2018, donc il faut leur demander encore, mais on leur a demandé ce qu'ils en pensaient et les gens ont dit que c'était une bonne façon de montrer ces gens. C'est un outil qui est excellent. C'est très limité, donc j'imagine que c'est un projet pilote, mais c'est bon parce qu'on ne voit généralement pas les gens avec des masques. Alors, le fait d'avoir ces photos, ça aide beaucoup. Et on a été capable d'entendre des éléments comme il y a eu des changements très rapides à cause de cette initiative digitale. Et dans l'un de nos sondages, nous avons constaté qu'on n'avait vu aucun assistant anesthésiste. Et je crois qu'en 3 jours, Toby avait communiqué avec des personnes et il y avait eu un volontaire, il l'avait inclus dans la présentation pour que les gens puissent voir que non seulement on essaie de faire des progrès, mais qu'on essaie de s'ajuster aussi rapidement que possible. Et ils se sont sentis valorisés. Alors, il y a un certain nombre d'initiatives différentes que nous avons faites et je serais heureuse de vous en parler, mais pour nous en tenir à l'horaire d'aujourd'hui, je vais retourner à une citation que nous avons partagée et la revisiter. Donc, c'est une très importante pour nous. Donc, chaque fois, et inaudible pour l'interprète. Dans cet article, dans le même article, mais un peu plus vers le bas, nous avons une autre citation. Donc, travailler dans un environnement constructif, sain et respectueux va aider plus de personnes à vouloir se joindre à l'UHN et à vouloir demeurer au sein de l'UHN. Alors, d'une certaine façon, ici, même avec l'environnement virtuel, les gens sont là. Et on peut sentir d'une certaine façon qu'il est controversé de faire une distinction entre nos objectifs de fournir des soins excellents. Et c'est l'une des questions qui me garde sur le bout de mes orteils, qui me garde attentive. Alors, qu'est-ce qui motive notre travail? Pourquoi est-ce que c'est une controverse de vouloir améliorer l'environnement de travail, la culture pour les gens qui travaillent dans cette culture et s'arrêter là? Alors, les gens ne le disent pas, mais on peut sentir peut-être nécessairement que ce n'est pas si important de savoir le nom des personnes avec qui on travaille. Mais il y a presque un sentiment implicite qu'on a besoin de faire le lien entre ce travail et les soins accordés aux patients. Inaudible pour l'interprète. Alors, c'est vraiment ce que nous voulons accomplir. C'est une fin en soi parce que les travailleurs de la santé sont des gens et tous les gens ont besoin d'un milieu de travail qui soutient leurs besoins. Donc, à l'UHN, nous sommes chanceux parce que cette citation vient du Dr. Forbes. Il est chirurgien en chef et nous avons un leadership qui croit dans ces idées et faire le travail que nous faisons. Donc, ce sont les défis auxquels nous faisons face lorsqu'on veut faire des initiatives comme le financement, des subventions et être capable de lier des éléments à un plus grand nombre de travailleurs de la santé. Inaudible pour l'interprète. Alors, je voudrais prendre un moment pour remercier tout le monde qui a participé à la compétition, au groupe de culture et cognition. Nous avons un groupe qui est relativement petit, qui a commencé, comme je l'ai dit, l'année dernière, mais nous avons été chanceux de voir plusieurs personnes de nos réseaux qui sont listées ici. Je suis heureuse de prendre les questions et d'avoir des conversations au-delà de la séance d'aujourd'hui. Je réalise que les liens sont très petits, mais ce sont des vidéos que nous avons produites à des fins de promotion et je crois que Kevin va partager les liens à toute personne qui serait intéressée. Absolument, oui. Et pour laisser savoir à tout le monde, nous allons envoyer un courriel demain avec tous les détails qui sont discutés aujourd'hui.
Et je garde un œil sur le temps et je vois que Kevin, vous avez levé la main. Pouvez-vous poser votre question? Gazima, je vois votre main également. Alors, je vais activer votre micro. Alors, merci. Alors, oui, je suis l'autre Kevin. Alors, Mélanie, je ne peux pas dire à quel point c'est super que vous avez parlé de votre travail humanitaire que vous faites. Et je me demandais si vous avez rencontré des situations où il y a du personnel qui est peut-être résistant au changement que vous essayez de mettre en œuvre et comment vous adressez cette situation. Merci, Kevin. C'est très intéressant. Je dirais que de façon simple, l'élément le plus important est de développer la confiance. Alors, ça prend du temps pour faire ça. Et donc, c'est important d'établir une relation forte et c'est vraiment la clé de faire le travail, le sort de travail que je fais. Donc, on a plusieurs sites et une grande partie du travail que je vous présente aujourd'hui vient du travail que nous faisons à l'Hôpital général de Toronto. Et nous travaillons très fort pour établir une relation avec ceux à Toronto Western parce que je parle de ces initiatives qui, en grande partie, proviennent de l'hôpital général. Alors que nous entrons vers la Toronto Western, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Lorsque j'étais à Toronto, des personnes venaient me voir, ils voulaient protéger leur environnement. Lorsque je me présentais il y a 11 ans. Il y a quelqu'un qui m'a vu et qui a levé les yeux et ah bon, vous n'êtes pas ici de nouveau pour changer la culture encore. Et j'ai répondu non, je suis là pour apprendre sur votre culture. Mais avec le temps, les gens ont commencé à voir que le travail que nous faisions, ils venaient nous parler et ils voyaient que leur voix était entendue. Donc, sur le papier et dans les présentations, je dirais qu'avec le temps, je comprends très bien comment inaudible pour l'interprète. Alors, je garde un œil sur le temps et Heather, si vous pouvez ramener nos panélistes. Donc, je vous donne beaucoup de choses à faire en même temps et merci Gazima d'avoir attendu. Alors, allez-y, posez votre question. Bonjour, merci beaucoup, c'est Gazam. Alors, désolé pour ça, allez-y. Non, je sais, c'est un nom qui n'est pas très courant. Alors, je crois que je vais être universitaire en disant un commentaire, une question. Donc, le commentaire de Mélanie vient de Toronto et qui est une chercheuse doctorale qui étudie les hôpitaux. Alors, je suis très intéressé dans le travail que vous faites. J'ai tellement de questions que je ne peux pas poser maintenant, mais dans le courriel que vous avez partagé à partir de votre présentation, est-ce que c'est une bonne façon de communiquer avec vous? Alors, je vais partager les courriels de tout le monde à la fin et toutes les ressources qu'ils ont parlé, parce que je sais qu'il y a tellement d'informations. Ma question pour Nathalie et peut-être Lynn également. Comme je l'ai dit, je suis une chercheure doctorale qui étudie les hôpitaux en Ontario et j'habite à Toronto. Donc, ce que vous parlez résonne avec moi. Un élément sur lequel vous mettez de l'emphase, c'est sur la dissertation. Quand j'ai commencé, j'ai été étonné de voir, quand j'ai commencé ma recherche, que c'est le cas à Kayhi. Et je crois également Statistique Canada. Et lorsqu'on voit la main-d'œuvre de santé, c'est comme si c'est presque exclusivement centré sur les médecins et ce qu'on appelle les professionnels autorisés. Donc, comme les infirmières autorisées, les professionnels de la santé, ceux qui ont des collèges. Donc, c'est ce type de classification. Donc, ça a été un choc pour moi. Et vraiment, j'ai été déçu de voir qu'il n'y a pas de données collectées ou qui n'est pas rendu public sur les gens qui nettoient les hôpitaux, ceux qui fournissent des soins d'assistance. Donc, il y a une grande lacune et je sais que c'est une question importante, mais est-ce qu'il y a des efforts institutionnels ou structurels à Kayhi ou au-delà pour combler cette lacune? Parce que oui, le personnel infirmier est très important, les médecins sont très importants, mais une partie du problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Comme vous savez, les hôpitaux sont des établissements très complexes et holistiques. Donc, j'ai un accent sur les professionnels, entre guillemets,
qui ajoute à l'aliénation du personnel de la santé? Merci. Merci, je vais commencer. Je crois que c'est une excellente question. Et c'est exactement ce sur quoi nous essayons de résoudre le problème. Alors, j'ai identifié plutôt pour les assistants en soins de santé partout au pays et nous avons quelques efforts et nous avons hâte de voir si la donnée existe et essayer de la réunir. Et sur la main-d'œuvre de manière plus générale, avec des exemples que vous avez fournis définitivement partout dans le système. Comme je l'ai remarqué plus tôt. Comme je l'ai noté plus tôt, où est-ce que vous trouvez les données? Où trouvez-vous l'information? C'est là que nous avons essayé de saisir des occasions d'utiliser des données sur les ressources humaines et d'autres informations dont Lynn a parlé. Ça vient de Health Force Canada pour examiner d'autres données. Donc, on regarde aussi du côté de Statistique Canada. Lynn, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, c'est une excellente question et un excellent point. Donc, j'ai choisi de l'examiner de façon plus large. On peut avoir un administrateur de bureau et il peut y avoir un manque de notes, ce qui peut causer problème dans le système parce que c'est essentiel. Comme Nathalie l'a mentionné, du point de vue des sondages, il manque peut-être de données, surtout dans les cas où on a des petits échantillons. On n'a pas forcément tous les nombres. Mais du côté des tableaux de bord, c'est un début. On a commencé avec les sources de données dignes de confiance dont nous disposons. Mais nous allons vouloir élargir nos sources au niveau du système. Donc, on a également parlé à des professionnels des systèmes d'information. On a accès, l'accès. Donc, quand on réfléchit à tous ces ingrédients, on réalise que le système est très complexe. Il faut toujours réfléchir au lien entre tous les éléments de l'équation. Donc, notre rôle, c'est de réunir tous ces éléments pour raconter une histoire plus réaliste. Bon, donc, merci pour la question. J'ai 3 pages de questions que les gens ont envoyées lors de leur inscription. Je suis désolé, le temps est terminé, mais j'aimerais répéter, rassurer tout le monde que si vous n'avez pas eu l'occasion de poser votre question, nous allons vous envoyer les coordonnées de tous les panélistes. Donc, vous pourriez leur faire signe. J'aimerais les remercier pour la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et vos efforts. Et évidemment, tous les participants, en particulier les personnes qui ont posé les questions, une note rapide. Merci pour votre rétroaction. La façon la plus facile de nous joindre, c'est beyondthenumbers cihi.ca. Et comme je l'ai déjà dit, vous allez recevoir un courriel de notre part demain avec un sondage sur le webinaire aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. Ça nous aide beaucoup dans la planification des futures séances. Donc, nous avons déjà mis en place nous avons changé un peu le modèle à la suite de votre rétroaction. Donc, nous avons beaucoup de ressources dans le laboratoire Moulton aussi, et aussi le lien d'inscription au prochain webinaire qui aura lieu le lundi 7 juillet de midi à 13h, heure de l'Est. Nous allons discuter de l'impact collectif. Nous avons une question sur l'impact collectif à laquelle nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Donc, j'espère que cette personne va revenir au prochain webinaire pour reposer la question, ou du moins pour entendre la réponse. Donc, désolé, j'ai perdu le fil. Donc, l'impact collectif, c'est une nouvelle façon de résoudre les problèmes dans le système de santé. Donc, merci à tous et toutes et au plaisir de vous revoir le 7 juillet. Merci beaucoup tout le monde.